Waze, l'application qu'on ouvre sans réfléchir. Celle qui te fait gagner 10 minutes, un trajet plus fluide et moins de stress. Simple. Navigation apps like Waze and Google Maps can help speed up your commute, but they can make secret shortcuts. Waze te ment et ne te donne pas toujours l'itinéraire le plus court. Et oui, même si l'application est utilisée par plus de 150 millions de personnes à travers le monde, Waze te ment sur ton itinéraire. Mais en fait, tu vas voir, c'est pour une raison très logique. Et c'est super simple à comprendre. Depuis des années, Waze s'est imposé comme un compagnon fidèle des automobilistes. En France, plus de 17 millions d'utilisateurs se servent de Waze régulièrement. Une bonne chose puisque l'application vante son aspect communautaire. Mais la lune de miel entre Waze et les conducteurs semble s'être terminée. Derrière ce petit calcul de ton trajet le plus rapide, il se joue autre chose. Parce que pendant que tu gagnes du temps, quelque part, quelqu'un d'autre le perd. Des villages saturés, des habitants piégés et des communes qui se battent contre un algorithme qu'elles ne contrôlent même pas. Depuis que Lieusaint est proposé comme voie de contournement de la francilienne par l'application Waze, ils sont nombreux à emprunter cette sortie. Pour dissuader les automobilistes, le maire Michel Bisson a trouvé une parade, ce feu rouge, installé en juin dernier. Moi, il y a des habitants qui me disent maintenant, enfin des habitants qui ne sont pas forcément des Lieusaintais, mais qui me disent quand Waze m'indique d'aller traverser des quartiers résidentiels, je ne le fais pas. Des villages saturés, des habitants piégés et des communes qui se battent contre un algorithme qu'elles ne contrôlent même pas. Et le plus fou, c'est qu'on a tous participé à ça, sans le vouloir, juste en appuyant sur « y aller ». Waze ne se contente plus de te guider, il redessine les routes, il modifie les comportements et il influence même les villes. Alors, comment une simple appli gratuite a-t-elle pu prendre le contrôle de nos trajets? Qui décide vraiment par où passent les voitures? Et surtout, jusqu'où va son pouvoir? Aujourd'hui, on va descendre sous la carte, là où les routes cessent d'être visibles et où Waze commence à penser pour toi. Si tu utilises Waze depuis un moment, tu te souviens sans doute de cette sensation très simple. Tu ouvres l'app, tu roules, et tout paraît plus facile. Tout semblait évident. Et d'ailleurs, l'histoire de Waze commence avec une idée bricolée mais brillante. Cartographier le monde ensemble. L'application Free Map devient Waze, et la promesse colle immédiatement à ce que tu vis au volant. Déjouer les embouteillages ensemble. La carte vit grâce à ses utilisateurs. Quand tu signales un objet sur la route, un freinage, un accident, tu nourris la carte. Tu te reconnaîtras aussi dans le petit frisson des premières minutes gagnées. Un mardi pluvieux, l'application te fait éviter un bouchon que tu n'avais pas vu venir. Et dans ta tête, un déclic. Waze, ça vaut le coup. Et c'est là que s'installe le rituel. En plus, les créateurs ont eu l'intuition d'injecter du jeu, là où il n'y avait que de la route. Des points, des niveaux, des classements. Tu ouvres, tu roules, et parfois tu gagnes du temps, parfois tu gagnes des points. Mais toujours la sensation d'avoir pris la bonne décision. Très vite, tu lances Waze même pour un trajet que tu connais par cœur. Pas pour apprendre la route, mais pour valider qu'aujourd'hui, c'est bien la bonne. Autre détail dont tu te souviens sûrement. L'application devine maison le soir et travail le matin. Sans que tu aies vraiment configuré quoi que ce soit. Waze te propose le bon itinéraire au bon moment. Et ce n'est pas de la magie, ce sont tes routines. Il est 8h, et dans toutes les villes de France, ça bouchonne déjà. Au Plessis-Robinson, près de Paris, Sonia, cadre commercial, s'apprête elle aussi à prendre la route. Et pour savoir ce qui l'attend, elle jette un œil sur cette application qui calcule le temps qu'elle va mettre pour aller au travail. Donc là, il annonce 53 minutes. Pour faire combien de kilomètres? 17. 53 minutes, c'est 53 minutes de bouchon. C'est quand même assez fatigant. L'application repère des régularités, associe les lieux et les horaires, puis anticipe ta demande au lieu d'attendre ton ordre. Pour toi, c'est du confort, et pour Waze, c'est un lien de confiance en plus. L'application a compris ta vie de conducteur, et tu peux t'y reposer. Et c'est peut-être ça l'essence de cette première époque. Tu as le sentiment d'aider en t'aidant toi-même. En cochant une alerte, tu contribues à quelque chose de plus grand que ton seul trajet. Pendant ce temps, l'interface te parle comme à un membre de la communauté, avec des couleurs vives, des avatars et des Wazers un peu partout. On t'invite en fait à jouer un rôle. Et comme la promesse tient, tu donnes volontiers un peu de tes données. Et c'est le premier basculement. Waze ne te guide plus seulement, il transforme tes trajets en matière première. Les données des trajectoires, des vitesses, des horaires et des destinations récurrentes. Tout ce qui décrit nos mobilités au quotidien. Alors rien d'intrusif en apparence, mais beaucoup de valeur lorsqu'on les agrège. Arrive 2013 et le point de bascule discret. Le géant de la tech Google
s'offre Waze pour plus d'1 milliard de dollars. Et désormais, l'échelle n'est plus la même. Google has completed its purchase of Waze for a little over $1 billion. Pour toi, l'appli reste fun et la communauté continue. La carte semble encore plus réactive. Mais côté infrastructure, tout s'industrialise. Les serveurs, le cloud, la puissance de calcul, et avec elle, la capacité d'agréger et d'exploiter ces données qui viennent d'un peu partout. Ce que tu vis maintenant comme un bon GPS communautaire devient en arrière-plan un réseau mondial de données de mobilité. Et chaque minute gagnée de ton trajet devient un point de données dans une machine capable de voir large. Très large. Alors petite pause de 10 secondes, si t'es encore là, c'est sûrement que ce type de sujet t'intéresse. Alors n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like pour m'aider à faire décoller cette chaîne qui vient tout juste de démarrer. Allez, je compte sur toi. Merci et on retourne à la vidéo. Tu t'en souviens sûrement, à un moment, Waze est devenu indispensable. Tu n'avais plus seulement une appli pour éviter les bouchons, tu avais une sorte de super pouvoir, celui de contourner les autres grâce aux petites ruelles inconnues. Mais ce super pouvoir, des millions de conducteurs l'ont activé en même temps. Et c'est là que l'histoire bascule. En 2014, Waze lance discrètement le Connected Citizens Program. Officiellement, c'est un partenariat gagnant-gagnant entre l'application et les villes. Les usagers envoient leurs alertes, comme les accidents, les ralentissements, et les collectivités, elles, renvoient leurs données officielles, comme les travaux et les routes barrées. Sur le papier, tout le monde y gagne. Mais dans les faits, c'est le moment où Waze cesse d'être un GPS pour devenir une infrastructure parallèle de mobilité. Les villes se branchent sur le flux trafic de Waze, non pas pour le réguler, mais pour le suivre, et finissent par faire pression pour que l'app évite certains quartiers. Et peu à peu, l'algorithme de Waze renforce sa hiérarchie des routes et applique des pénalités invisibles aux petites rues résidentielles. Elles restent légales, mais Waze les propose moins souvent. Et sans le savoir, tes données deviennent un capteur, et ta décision individuelle devient un paramètre du trafic global. Et puis, les effets concrets apparaissent. Tu l'as peut-être vécu. Des moments où Waze t'envoie dans des petites ruelles tranquilles qui se retrouvent soudainement saturées. Et c'est ce qu'on appelle l'effet Waze. Salut tout le monde, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous dire de faire attention si tu es nouveau chauffeur VTC, si tu es un ancien, je pense que tu connais l'info. Si tu utilises Waze avec ton application Uber. Moi perso, j'utilise que ça, j'utilise Waze, c'est très pratique. Mais il n'est pas rare que parfois pour gagner 1 minute, 2 minutes, voire même pour une durée équivalente, tu vas avoir un trajet qui t'est proposé 2 ou 3 fois plus long que le trajet le plus court qui existe. Donc moi je t'invite vraiment au moment de lancer la course et quand ton GPS se met en route, regarde un petit peu tous les trajets qu'il peut y avoir parce que tu peux avoir des surprises. Un raccourci collectif qui devient un engorgement local. Dans le New Jersey aux États-Unis, la petite ville de Leonia en a fait les frais. Coincée près d'un pont majeur, elle a vu ses rues tranquilles transformées en bretelles de délestage. If you find yourself in a highway traffic jam here on the California coast or anywhere else, an app can guide you to open roads. But some who live on those roads want to close them to outsiders. Jim Axelrod explains. This will change life in Leonia. It should. This new sign in Leonia, New Jersey, is a low-tech solution to a high-tech problem. There's approximately 60 streets that are going to be closed. A way to control the out-of-control traffic for residents like Melissa Soesman. How long does it take you to get out of your driveway? Sometimes it takes 10 minutes, 15 minutes. It depends on who's going to be nice and how much I'm going to push up against their car till they let me out. Des centaines de conducteurs, persuadés de gagner quelques minutes, ont saturé les quartiers. Résultat, le maire a interdit l'accès à plus de 60 rues aux non-résidents pendant les heures de pointe. C'est devenu le symbole d'une résistance locale à un flux algorithmique mondial. Ton choix est rationnel, mais multiplié par des milliers, il devient destructeur. Et c'est le paradoxe. L'optimisation personnelle crée le chaos collectif. Et tout ça sans qu'aucun élu ne l'ait validé. Sans mandat, l'appli oriente chaque jour des milliers de voitures sur des biens publics. Et pendant ce temps, Waze change aussi de nature économique. À partir de 2016, tu vois apparaître, mine de rien, sur la carte, des logos de magasins, des épingles et un bouton y aller. Simple, pratique et diablement rentable. Car là, le produit devient ton intention de déplacement. La carte n'est plus un service neutre et devient un support de persuasion en temps réel, où ton attention est monétisée mètre par mètre. C'est comme cela qu'en 2018, McDonald's a déclenché plus de 8000 trajets en synchronisant ses panneaux publicitaires avec Waze. Ton trajet devient une opportunité de détour commercial. Et tout cela, tu ne le ressens pas comme une intrusion, parce que ça s'intègre parfaitement dans la logique du service. Et ce glissement est profond. Tu continues d'utiliser Waze pour aller plus vite et éviter le stress. Mais autour de toi, tout l'environnement a changé. Et toi, sans t'en rendre compte, tu participes à une expérimentation grandeur nature sur la mobilité. Et à partir de ce moment-là, Waze n'est plus qu'un
qu'un simple outil. Il devient un acteur du trafic, une régie publicitaire et un partenaire des collectivités. Et à chaque fois que tu suis son itinéraire, tu renforces sa légitimité, celle d'un système privé qui pilote des routes publiques. Et c'est le deuxième basculement. Waze n'est plus ton outil, c'est toi qui deviens le sien. Ton trajet individuel crée des flux collectifs. Tes choix modèlent des quartiers entiers, et tout cela juste pour gagner quelques minutes. Tu l'as sans doute remarqué, à un moment, Waze est devenu presque trop précis. L'application savait quand partir pour éviter les bouchons et te prévenait. C'était pratique, presque magique. Mais cette magie avait un carburant. Toi, tes trajets, tes horaires, ta vitesse, ton silence même. Tout alimente une base de données gigantesque. Et en 2019, tout change. Waze rebaptise son programme Waze for Cities Data. Fini les échanges de fichiers. Tout passe désormais par Google Cloud. Les villes n'ont plus seulement des alertes en direct, elles accèdent à des données historiques, interrogeables comme une base scientifique. Tes trajets, agrégés à ceux de millions d'autres, deviennent un miroir mondial du trafic, hébergé directement chez Google. Les partenaires se comptent alors par centaines, puis par milliers. Plus de 1500 villes, États, universités et services d'urgence. L'idée de départ était belle, partager la donnée pour mieux gérer le trafic. Mais en pratique, le pouvoir circule, lui aussi. Les villes dépendent des flux de Waze, et toi, tu continues à rouler, sans savoir que ton petit trajet alimente des modèles prédictifs à l'autre bout du monde. Aux Jeux Olympiques de Rio, Waze aide la ville à absorber des volumes monstrueux de trafic. À Boston, il reprogramme en temps réel la priorité de 550 feux tricolores. Et dans plusieurs pays, les services d'urgence utilisent les alertes Waze qui arrivent près de 2 minutes avant même les appels d'urgence. C'est impressionnant. Mais ces systèmes reposent sur des données que tu produis sans le savoir et que tu ne contrôles plus. Et c'est là que la face cachée apparaît. Waze garde son ton amical avec ses icônes colorées, mais derrière, c'est une infrastructure de données urbaines. Et comme toute infrastructure, elle a ses zones d'ombre. Waze ne publie pas les détails de son algorithme. Il classe les routes, applique des pénalités sur certains segments, ajuste ses règles en silence, et toi, tu ne vois que le résultat. Alors, tu crois choisir ta route, mais le design entier t'amène à valider la recommandation par défaut plus rapide. Et chaque clic renforce la prédiction suivante. Au plus tu fais confiance, au plus l'application apprend à anticiper ta confiance. Tu deviens un conducteur prévisible, un profil de mobilité. Et pendant ce temps, les controverses s'accumulent. Les signalements des contrôles de police font scandale. Certains syndicats demandent leur retrait, d'autres défendent la transparence. En parallèle, des chercheurs prouvent qu'on peut manipuler la carte avec de faux ralentissements. En 2020, un artiste à Berlin déplace un chariot rempli de 99 smartphones allumés pour faire croire à un embouteillage sur Google Maps. Marre d'être coincé dans des embouteillages qui vous rendent dingue? Simon a la solution. En 2020, l'artiste vide quelques rues de Berlin en générant du trafic et un embouteillage virtuel à l'aide de ses 99 smartphones transportés dans ce chariot. Un vrai jeu d'enfant et un casse-tête pour le plus grand service de cartographie en ligne, utilisé chaque mois par plus d'1 milliard de personnes. On n'en est qu'au début. On s'imagine qu'on a façonné et créé les outils genre Google Maps. Mais après un moment, c'est les outils qui nous façonnent. Résultat, les voitures contournent la rue, ils traversent tranquillement, seuls. Le message est clair. Quand la carte se fonde sur nos signaux, elle devient vulnérable à nos illusions. Et parfois, ces illusions virent au drame. Au Brésil, une conductrice suit aveuglément son GPS jusque dans une favela et y perd la vie. An Italian tourist has been shot dead after mistakenly entering a hillside favela in Rio de Janeiro. 52-year-old Roberto Bardella was sightseeing with a companion, both of them on motorcycles, when their GPS navigation system led them into the poor neighborhood. Armed bandits opened fire on them, according to police. Bardella died. The other man was released. À Burlington, aux États-Unis, des touristes roulent aveuglément et tombent dans un lac en suivant la voie de l'application. Ces cas extrêmes montrent une chose. Le contexte humain échappe encore à la logique algorithmique. Waze voit des routes, mais il ne voit pas toujours les dangers qu'elles cachent. Sur le plan éthique, le contrat implicite change de nature. Avant, tu partageais tes infos pour aider la communauté. Maintenant, ta conduite entière devient une donnée. Vitesse, position, horaire, réaction... Waze le dit noir sur blanc. Ces données peuvent être partagées avec des partenaires publics ou privés. Tu peux toujours activer le mode invisible, mais tu perds des fonctionnalités. À partir de maintenant, la confidentialité a désormais un coût. D'un point de vue technique, rien de magique. Ton téléphone envoie des coordonnées en quelques secondes,
Et les serveurs comparent ton historique à des millions d'autres. Et l'objectif est simple, gagner quelques minutes. Mais cette optimisation repose sur un matériau humain. Toi, moi et nos trajets. Et c'est là que le GPS communautaire du début se transforme. La carte devient un dispositif de pouvoir, elle dirige des flux, distribue qui passe où, qui attend et qui contourne. Et ces micro-décisions, multipliées par des millions, redessinent nos villes, nos comportements, et le tout sans débat public. Et c'est le troisième basculement. Waze ne t'aide plus à conduire, il t'observe pour te prédire. Et tu n'es plus un utilisateur, tu es la donnée. Et plus il t'analyse, plus il anticipe tes décisions à ta place. Tu l'as peut-être remarqué ces derniers mois, Waze n'attend même plus que tu lui demandes. Tu n'as même pas encore ouvert l'app qu'une notification apparaît. Il est l'heure de partir si tu veux éviter le trafic. Tu n'as rien tapé, rien cherché, Waze l'a anticipé. C'est subtil, presque flatteur, comme si l'app te comprenait mieux que toi-même. Mais c'est aussi un tournant, le moment où le GPS devient un assistant prédictif, où la décision passe du volant à l'algorithme. Tout commence fin 2022. Google annonce la fusion des équipes Waze et Google Maps au sein d'une seule division, Geo. Officiellement, c'est pour éviter les doublons. Officieusement, c'est pour intégrer Waze dans la logique Google à 100%. Même cloud, même publicité, même IA. L'appli reste à part, mais son ADN change. Elle devient une brique du grand écosystème prédictif de Google. Et ça se voit vite. En 2023, Waze introduit les alertes d'historique d'accident. Une alerte qui te prévient quand tu entres dans une zone historiquement accidentogène. Le danger n'est plus détecté en temps réel, il est prévu. Le calcul ne se limite plus à où aller, il intègre aussi où tu risques d'avoir un problème. Et Waze t'assiste avant que tu aies besoin d'aide. Puis arrive une autre mutation majeure, la voix. Depuis 2024, tu peux signaler un accident en parlant naturellement. Il y a une voiture arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence. Et Waze, via l'IA de Google, comprend ta phrase, la transforme en signalement structuré et la transmet aux autres. Tu n'as plus besoin de toucher l'écran. Moins de gestes, plus d'efficacité. En 2025, cette fonction est déployée à grande échelle. Et en un instant, signaler devient une conversation. Mais derrière ce confort, il y a une nouvelle évolution profonde. Tu délègues désormais ton observation. Tu n'évalues plus, tu informes. Tu n'analyses plus, tu décris. Et petit à petit, tu laisses à la machine le soin de décider de ce qui est important. En parallèle, l'écosystème évolue sous une pression nouvelle, celle de la loi. La loi climat et résilience impose désormais aux calculateurs d'itinéraires d'afficher l'impact environnemental des trajets et de favoriser les itinéraires les moins émetteurs. Bonne idée en théorie, mais dans les faits, c'est l'algorithme qui définit ce que moins émetteur veut dire. Et donc, qui arbitre entre le temps, la pollution, la consommation et la sécurité. La décision paraît collective, mais elle reste encore une fois privée. Et bien sûr, tout cela suit une logique économique. En 2023, Google supprime la régie publicitaire de Waze pour tout fusionner dans Google Ads. Même système de ciblage, même cloud, même reporting. Waze devient vraiment un module d'un ensemble plus vaste, une source de données comportementales, un canal publicitaire et un capteur du réel. L'appli n'est plus une entreprise séparée, c'est un organe de Google. Alors, si on prend du recul, Waze ressemble moins à un GPS qu'à un cerveau d'assistance. Il apprend tes routines, t'envoie un rappel avant même que tu penses à partir, adapte son discours à ton comportement, et quand tu montes en voiture, tu n'as plus besoin de réfléchir. Tu suis. La direction n'est plus vraiment à toi. Et c'est précisément ce qui est confortable. Tu n'as plus à te demander quand partir, par où passer, ni à vérifier les alternatives. Tout est déjà anticipé. Tu passes de la planification à la simple exécution. Tu crois que Waze t'aide à décider, mais en réalité, il décide pour toi, au nom de ton bien. Et c'est là le quatrième basculement. Waze n'est plus un GPS, c'est un pilote automatique. Tu ne choisis plus vraiment quand partir ni par où passer. C'est un système qui, à force de te connaître, agit à ta place sans te le dire. Et la vraie question devient, qui prend la décision maintenant et selon quels critères? Parce que la route la plus rapide n'est pas forcément celle que tu as choisie. Alors jusqu'ici on parlait de route, d'algorithmes, d'accord avec les villes, mais maintenant on parle de toi. Car l'effet le plus profond de Waze n'est pas sur l'asphalte, il est dans nos têtes. La dépendance cognitive. Quand tu suis une voie GPS, ton cerveau n'a plus à simuler le trajet. Il n'explore pas, il exécute. D'ailleurs, les chercheurs d'une université de Londres l'ont montré. L'usage de ces applis désactive les régions du cerveau qui fabriquent les cartes mentales et planifient les détours. Résultat, tu apprends moins la ville quand tu te laisses guider. Depuis, d'autres études montrent même que de gros utilisateurs
utilisateurs ont une mémoire spatiale plus faible lorsqu'ils coupent l'application. Donc en fait, tu te crois toujours bon jusqu'au moment où tu dois vraiment t'orienter sans aide. La délégation de la décision. Au plus l'assistant prédit, au plus tu lui délègues ton jugement. Et c'est confortable, mais à force, tu finis par suivre, même quand tu sens que quelque chose cloche. Tu vois bien que la route paraît absurde, mais tu te dis, il doit savoir mieux que moi. Et c'est ce que les sciences cognitives appellent le biais d'automatisation. Cette tendance à faire plus confiance à la technologie qu'à soi-même. Et d'ailleurs, je l'ai vécu moi-même. Il y a une petite route que j'empruntais depuis des années. On me l'avait montrée comme la meilleure route, celle que seuls les habitués connaissent, plus rapide que tout le reste. Et un jour, j'ai arrêté d'y passer. Pas volontairement, juste parce que Waze ne me la proposait plus. Alors au début, je me suis dit, si Waze ne me l'indique plus, c'est qu'elle doit être bouchée ou interdite. Et j'ai fait confiance, pendant des années. Et j'ai contourné ce chemin, sans même remettre Waze en question. Jusqu'au jour où, en travaillant sur ce sujet, j'ai décidé de la retester. Je l'ai prise et j'ai battu l'itinéraire que Waze avait prévu. Et ce jour-là, j'ai réalisé qu'en réalité, la route était toujours là, toujours libre, toujours plus rapide. Mais Waze m'avait fait l'oublier. Et le plus troublant, je n'ai même pas pensé à vérifier. J'ai juste cessé d'y croire. Et cette anecdote, elle est anodine, mais elle dit tout. À force de déléguer la décision, on délègue aussi la mémoire. On ne perd pas seulement des secondes, on perd notre propre connaissance du territoire. Et petit à petit, on arrête de se faire confiance. La fracture sociale. Chaque bon itinéraire individuel peut déplacer la congestion vers des rues résidentielles qui n'étaient pas faites pour ça. Quand tout le monde optimise pour soi, la ville perd pour tous. Les applis améliorent certains trajets, mais elles dégradent la vie d'autres quartiers. Bruit, pollution, sentiment d'insécurité, cela dessine une ligne invisible entre ceux qui suivent Waze et ceux qui le subissent. Les premiers gagnent quelques minutes, les seconds perdent la tranquillité de leur rue. Les effets politiques. Sans vote, sans débat, une part du contrôle de la mobilité s'est déplacée vers des acteurs privés. Ils ne possèdent pas les routes, mais ils orchestrent les flux, rue par rue, minute par minute. C'est un changement dans la politique du trafic. Les communes réagissent pendant que l'algorithme décide qui passe où. Et c'est une privation douce d'un pouvoir qui appartenait avant à la sphère publique. L'impact culturel. Quand tu t'habitues à la route la plus rentable, tu oublies d'explorer. On passe du goût du détour à la culture du résultat. La carte n'est plus un espace de curiosité, et petit à petit, tu désapprends la ville. Alors on a suivi Waze comme on suit une route, sans vraiment regarder où elle nous menait. Au début, c'était simple, une appli née d'une belle idée. Mais peu à peu, le chemin s'est tordu. Aujourd'hui, Waze ne se contente plus de te guider. Il t'observe, t'anticipe, te conseille, parfois même avant même que tu ne saches ce que tu veux. Et pendant que toi, tu cherches à éviter un bouchon, lui apprend à lire ton quotidien. En voulant fluidifier la route, Waze a fini par redessiner nos villes, nos réflexes et notre rapport à la décision. On a troqué la curiosité pour de la rapidité, le détour contre la rentabilité et la vigilance contre le confort. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut encore reprendre la main. En regardant la carte avant d'obéir, en choisissant parfois la route la plus lente, en retrouvant un peu de plaisir d'explorer. Alors au fond, comprendre Waze, c'est comprendre ce vers quoi tout le numérique nous entraîne. Un monde plus pratique, plus prédictif et plus dépendant. Alors, demain, quand la voix te dira de tourner à droite, pose-toi la question. Est-ce encore toi qui conduis ?